Je pense, comme vous l'avez dit, j'ai 58 ans maintenant, j'ai arrêté de travailler il y a 7 ans. J'ai choisi de vous raconter mon histoire, mon évolution depuis 5 ans vers ma nouvelle vie, celle d'une personne qui ne travaille plus, enfin presque. De vous relater les difficultés rencontrées, tant au niveau de la maladie et du handicap, que des démarches à faire pour se protéger. Cette histoire, c'est la mienne et tout ce qui sera dit n'est que le reflet de mon expérience. Et les remarques n'engagent que moi. Quand tout a commencé, on ne le sait pas très bien. Au début, des fourmillements dans la main droite. Je travaillais à l'époque sur du dépannage et de l'entretien de matériel médical, des analyseurs sanguins pour être plus précis. J'avais un secteur et je parcourais 60 000 km par an vers les laboratoires d'analyse médicale, les cliniques et les hôpitaux. Mon travail demandait de la précision manuelle et ces fourmillements étaient très handicapants, voire intolérables. J'ai donc consulté, après être passé par diverses médications, j'ai enfin vu un neurologue qui a diagnostiqué un syndrome du canal carpien. Je subis une petite intervention au niveau du poignet et après 2 mois d'arrêt, compte tenu de mon métier, il fallait prendre des marges. Et après 2 mois d'arrêt, donc, j'ai repris mon travail. Mais l'opération n'avait pas solutionné mon problème. Il a fallu alors faire entendre aux médecins que j'avais toujours ces fourmillements et qu'il m'était toujours aussi difficile de faire correctement mon travail. Mais l'attente, pour eux, était la meilleure des thérapies. Enfin, sans trop de conviction, de leur part, j'ai passé un IRM qui pouvait déceler un pincement du nerf au niveau cervical. Je tiens à préciser qu'il s'est passé pratiquement 2 ans entre les premiers symptômes de l'IRM et l'IRM. Bon, cela n'aurait pas changé grand-chose, enfin. Le radiologue, lui, n'a absolument rien vu sur les clichés. Mais à la lecture de ceci, mon neurologue a remarqué 2 taches blanches sur la moelle épinière. Il n'a été ni plus précis ni plus loquace quant à son diagnostic. Il m'a prescrit un nouvel IRM, celui-ci cervical et cérébral. Comme tout bon patient, j'ai été voir sur Internet. Ça pouvait être une sclérose en plaques. Internet, c'est bien. Il y a plein de conneries quand même. Il fallait attendre le second IRM et l'avis du neurologue. Les clichés montrèrent 7 taches au niveau du cerveau et confirmèrent les 2 taches de la moelle. Il a fallu surveiller une ponction lombaire qui confirma la sclérose en plaques. C'était en décembre 2008, j'avais 51 ans. Dans un premier temps, on me fit pendant 5 jours des perfusions de cortisone, celles-ci duraient 3 heures, de 5 heures du matin à 8 heures, puis départ au travail, une semaine très difficile à supporter avant Noël. Mon médecin traitant a décidé de me mettre en arrêt de travail, d'autant que je commençais à avoir des problèmes de marche. Je traînais le pied et trébuchais beaucoup. Un rendez-vous fut pris à Bordeaux avec un professeur qui confirma la sclérose, précisa qu'il s'agissait d'une sclérose progressive primaire. Le monde s'écroulait. Nous étions, ma femme et moi, anéantis. Il nous demanda si nous avions des questions, mais là, à cet instant, rien ne nous venait à l'esprit. Une vague nous submergeait et nous étions muets. Il précisa qu'aucun traitement n'existait pour cette forme et me proposa d'entrer dans un protocole pour un essai thérapeutique. Il fallait lui donner une réponse et vous pensez bien que nous avions besoin d'un délai de réflexion. Nous ne pouvions lui donner tout de suite notre accord. Il nous fallait digérer, intégrer, réfléchir. Très schématiquement, la sclérose en plaques, c'est quoi? La CEP, sclérose en plaques, c'est une maladie qui touche le système nerveux central, en particulier le cerveau, les nerfs optiques et la moelle épinière. Elle altère la transmission des influx nerveux et peut se manifester par des symptômes très variables. Engourdissement d'un membre, trouble de la vision, sensation de décharge électrique dans un membre ou dans le dos, trouble des mouvements et surtout grande fatigabilité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le handicap masqué. Elle diffère d'une personne à l'autre suivant les zones affectées, d'où la difficulté de son diagnostic. C'est une maladie auto-immune, un dérèglement du système immunitaire qui fabrique des anticorps contre ses propres cellules. Elle est caractérisée par des réactions inflammatoires qui entraînent par endroits la destruction de la myéline. Celle-ci, c'est une gaine qui entoure et protège les fibres nerveuses. Elle a pour rôle d'accélérer les messages de l'influx nerveux. Quand la myéline est endommagée, l'influx nerveux est ralenti, d'où la commande des muscles, ralenti ou pas du tout. Il y a 3 formes de sclérose en plaques, on va schématiser pour accélérer un petit peu. Il y a 3 formes de sclérose en plaques. Donc la sclérose rémitante ou à poussée, qui est une sclérose qui atteint les jeunes aux alentours de 25 ans, qui se caractérise par des poussées avec des retours à la normale, sans handicap. Petit à petit, le handicap peut intervenir. Les poussées peuvent se faire très fréquemment ou mensuellement ou des années après. On avait l'exemple de Marie Dubois qui a eu une poussée. Marie Dubois était une actrice que les anciens ont connue, mais il n'y en a pas beaucoup d'anciens là.
Donc, qui a eu une sclérose, qui a eu une poussée aux alentours de 20 ans, qui a pu faire sa carrière cinématographique et a eu la deuxième poussée aux alentours de 50 ans. Voilà, donc il y a des... Suivant les personnes, et les choses diffèrent. Cette sclérose-là peut arriver à une sclérose progressive, secondaire, et on a une troisième sorte qui est la sclérose progressive primaire, celle dont je suis atteint et qui évolue en permanence. Et suivant les personnes, elle peut être l'évolution lente, rapide, voire très rapide, suivant dans les formes malignes. Elle touche, comme beaucoup de maladies auto-immunes, plus fréquemment la femme, aux alentours de 25 ans, mais peut toucher de jeunes enfants ou des personnes de 50 ans. Nous ne savons pas vraiment pourquoi elle était déclenchée. Ce que nous savons, c'est que ce n'est pas une maladie héréditaire. C'est une question qui est souvent posée parce qu'il y a certains membres d'une famille qui sont atteints et bon, il arrive qu'on se pose la question de l'hérédité. En fait, il s'agirait peut-être d'un gène faible qui permettrait une ouverture de porte à la maladie. Elle est plus fréquente donc chez les gens d'origine de l'Europe du Nord et du Centre, justement qui ont quelques prédispositions génétiques à ce sujet. De retour de Bordeaux, j'ai pris l'avis de mon neurologue et de mon médecin traitant. J'en ai parlé avec ma famille. Le soutien de la famille est important dans ces choses-là, et de mes amis. J'ai pris la décision de suivre cet essai thérapeutique qui ne pourrait débuter qu'en juin 2009, car je devais être vierge de tout traitement pour intégrer le protocole, et la cortisone prise en décembre devait être éliminée. Nous avons décidé de prolonger l'arrêt maladie, car il paraissait incontournable qu'il fallait envisager une autre vie. Ma marche devenait titubante, il a fallu se confronter au regard dans le village, au niveau des salles des fêtes et tout ça, des autres et des remarques désobligeantes du genre « il a bu »,« il est saoul ». J'ai choisi d'y faire face, de me retourner et d'expliquer ce qu'était la CEP. Je mis à profit ces mois d'attente du protocole pour penser à la suite. Je savais déjà que la reprise de mon travail serait difficile, voire impossible. Mais alors, comment continuer? Internet fut un allié de choix, encore une fois, tant pour apprendre à connaître ma maladie que pour vérifier les démarches administratives, les aides, les reconversions possibles. Car malgré ou à cause de cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, il fallait voir à long terme. Je restais très prudent quand même par rapport au forum où bon nombre de gens écrivent pour ne rien dire ou dire de grosses conneries. Mais la lecture de ceci permettait malgré tout d'avoir les pistes qu'il fallait vérifier sur les sites officiels. Dans un premier temps, il a fallu faire une déclaration auprès de la MDPH, Maison départementale des handicapés, pour être reconnu travailleur handicapé. C'est une étape importante. Comme vous le disiez tout à l'heure, les gens ne veulent pas forcément le dire à leur entreprise, mais c'est quand même une étape importante. La MDPH est le passage conseillé et presque obligatoire, de toute façon, pour avoir ce genre de papier. MDPH, RQTH, AAH, PCT, PMR, et j'en passe. On rentrait dans un monde noyé par des sigles incompréhensibles où la patience était de rigueur. Je fis ma déclaration de RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Celle-ci pouvait m'aider dans une reconversion au poste de ma société ou ailleurs, puisque les entreprises, comme on l'a vu, doivent employer 6% des personnes handicapées. Cette reconnaissance donne des droits dans la recherche des emplois, dans l'aménagement du poste de travail. C'est un peu un joker que l'on peut sortir quand on le désire. On n'est pas obligé de le dire à l'employeur, on n'est pas obligé de le dire à la médecine du travail, mais ça peut servir. Pour l'obtention de ce papier, le délai varie suivant la MDPH, mais il est souvent de plusieurs mois. J'ai choisi, moi, de parler de ma maladie à mes collègues, à mes supérieurs. Tout le monde se doutait bien qu'un retour était peu envisageable sur le poste que j'occupais, mais tous ont été présents. Ma société, c'est une chance, a bien voulu attendre à partir de ce moment ma décision quant à la suite à donner. En fait, dans cette période, avant de rentrer dans le protocole de soins, le plus dur a été de se projeter vers l'avenir, de le construire, de faire presque abstraction de la maladie afin d'être le plus positif possible. Était-ce une fuite en avant? Je ne le crois pas, car j'envisageais déjà des travaux au domicile pour pallier à mon manque d'autonomie future. Bien sûr, le fauteuil roulant n'est pas une étape incontournable dans la CEP, loin de là. Il n'y a que 10-15% de gens qui sont en fauteuil roulant en CEP. Mais il fallait que j'envisage aussi cet avenir-là. Bien que les discussions à ce sujet ne fussent pas appréciées à la maison, j'ai pu avoir toute l'attention de ma femme et son soutien sans faille.
La RQTH est arrivée en mai 2009, 3 mois après le dépôt de la demande. Je l'ai transmise de suite à mon employeur. C'est peut-être à ce moment de la réception de ce document que j'ai pris pleinement conscience de mon nouveau statut. J'étais handicapé. Cet état était maintenant reconnu, et bien que jusque-là j'ai pu surmonter certaines épreuves, le fait de le voir écrit avec mon nom à côté faisait prendre au mot une toute autre dimension. Nous arrivions en juin, je devais intégrer le protocole de soins. C'était un médicament à prise orale, belle avancée par rapport aux piqûres et autres perfusions du moment. Mais c'était un protocole en double aveugle versus placebo, c'est-à-dire que je n'étais pas du tout sûr d'avoir le médicament. Il fallait passer des tests médicaux pour voir si l'on rentrait bien dans le panel souhaité. J'étais un peu juste au niveau des capacités pulmonaires et pour cause, je fumais alors comme un pompier. Mais j'ai pu intégrer l'équipe. Je m'étais fixé la rentrée de ce protocole comme objectif et parce que je fumais, j'avais failli être rejeté, je décidai d'arrêter la cigarette pour me donner toutes les chances de réussir. Mes difficultés à la marche s'étaient aggravées, mes muscles étaient spastiques et j'ai pris conscience des ennuis que pouvaient avoir les personnes à mobilité réduite dans la vie de tous les jours. Je n'avais avant, et comme toute personne valide, jamais pu imaginer ces problèmes. La moindre aspérité sur le sol me faisait trébucher. Merci aux rues piétonnes pavées, hein, c'est bien. Ou le devant, là. C'est pas mal. J'avais maintenant des soucis avec mon bras droit et les rampes qui auraient pu m'aider à gravir les marches étaient à droite. Les fauteuils étaient trop profonds. Enfin, plein de petits détails qui pouvaient paraître anodins et qui prenaient des dimensions énormes. J'étais aussi, et je le suis sûrement encore, plein de paradoxes. Je ne demandais pas, par exemple, de l'aide pour les tâches qui m'étaient difficiles à assumer. Et comme on ne m'aidait pas, j'étais mécontent. Mais si on m'aidait sans que je le demande, j'étais froissé. Nous avons appris à vivre avec ça à la maison. J'ai appris à demander de l'aide et surtout à l'accepter. Le handicap change le comportement et la manière d'appréhender la vie courante, mais pas seulement pour la personne handicapée. Toute la famille apprend à vivre différemment et les aidants proches subissent autant que l'aider. Compte tenu de mes problèmes de marche, l'équipe médicale de Bordeaux me prescrivit des séances de kinésithérapie. J'avais et j'ai toujours 3 séances par semaine. Travail de l'équilibre, de la coordination, étirement à cause de la spasticité, les muscles ont tendance à rester contractés et douloureux, réapprentissage à la marche. Cela faisait 9 longs mois que j'étais en attente de soins et là tout se mettait en place. On s'occupait de mon corps et surtout ce qui m'a redonné l'envie de continuer à avancer, on écoutait tous mes problèmes. Je ne veux pas dire par là que jusqu'à présent j'étais seul avec ma maladie, ma femme, mes enfants, ma famille et mes amis avaient toujours été présents à mes côtés. Mais l'aide de ma kinésithérapeute m'a apporté énormément. Je pouvais parler de mon handicap. Je pouvais évoquer mes problèmes avec une professionnelle. Elle pouvait soulager mes maux. Les temps de soins et de massage étaient aussi des temps de discussion. Il est important, voire primordial, qu'une équipe soignante soit à l'écoute du malade. Un climat de confiance doit s'instaurer pour pouvoir avancer et reconstruire. Mais à côté des soins et des problèmes de maladie, il fallait continuer à s'occuper des papiers. J'étais encore en arrêt de maladie, j'avais dû faire intervenir la prévoyance de ma société. C'est un bien maintenant, la prévoyance est obligatoire dans la plupart des sociétés. Pour compléter mes indemnités journalières de la sécurité sociale, les sous sont le nerf de la guerre, malheureusement. Il a fallu aussi faire des dossiers pour les assurances invalidité et prouver que rien n'avait commencé avant la date de déclaration. C'est dur de devoir prouver que l'on est malade, que l'on n'est pas en train de gruger les administrations. Encore maintenant, il faut refaire certains dossiers tous les ans et prouver que l'on n'est pas guéri. Pourquoi doit-on montrer à un médecin conseil que l'on ne guérit pas de la CEP? J'ai rencontré des assistantes sociales à la SCPM, mais l'avenir qu'elles me faisaient entrevoir ne me plaisait pas. Pour elles, il était évident que je devais quitter ma société, faire une reconversion. J'ai participé à des réunions organisées par des assistantes sociales où des personnes de toutes origines étaient conviées pour discuter de leurs problèmes de reconversion, de perte d'emploi suite à la maladie. Mais je n'ai jamais pu, dans ces réunions, parler de mon expérience, de ce qui m'arrivait. J'étais certes plus malade que certains, mais avec un salaire conservé, face à des gens qui se retrouvaient sans emploi, avec 500 € par mois et handicapés, et qui n'avaient pas fait suffisamment tôt les démarches nécessaires. J'ai retiré de cette expérience qu'il fallait se poser, envisager plusieurs solutions et bien peser le pour et le contre de chacune. Je savais que la Sécu pouvait me donner des indemnités journalières pendant 3 ans maximum. J'avais donc jusqu'en début 2012 pour réfléchir. J'ai appris que c'était la médecine du travail qui pouvait provoquer mon licenciement suite à une visite de reprise.
J'ai aussi vu que je pouvais demander à ce médecin des visites de pré-reprise. J'ai pris rendez-vous avec elle et je suis tombé sur un médecin qui était complètement à l'écoute, qui a rempli pleinement son rôle. Elle m'a exposé des diverses possibilités. On devait bien sûr passer par un licenciement, mais que j'avais le temps de voir venir. Pour elle, la solution était de ne plus travailler. Il a fallu se faire à cette idée. J'ai pu la rencontrer une dizaine de fois durant cette année et j'ai pris la décision de provoquer ma sortie de paiement des indemnités journalières avant les 3 ans. En demandant un rendez-vous au médecin conseil de la CPAM, j'avais un courrier du médecin du travail appuyant ma demande de mise en invalidité 2. Bon, je passe un petit peu, il existe 3 catégories d'invalidité. Il faut être en incapacité aux 2/3 pour pouvoir bénéficier d'une des 3 capacités. La capacité 1, on a le droit de travailler. La capacité 2 nous autorise à ne pas travailler, ce n'est pas une obligation maintenant. L'incapacité 3 vous oblige à avoir une tierce personne pour vous aider. Voilà. Donc les calculs des pensions sont faits en fonction. Après 2 rencontres avec le médecin conseil et pas mal de discussions, celui-ci a admis que je ne pourrais pas reprendre mon poste dans ma société, que mon reclassement dans celle-ci était peu probable. Cette société était basée à Paris et que le fait de retrouver sur Pau et à mon âge un travail engendrerait d'une part une perte financière conséquente et d'autre part serait certainement difficile ou impossible. Compte tenu de tout cela, sa première idée de me mettre en catégorie 1 s'est transformée en invalidité 2. Je suis donc en invalidité 2 depuis le 1er juin 2010. J'ai tout de suite mis ma société au courant de mon classement en invalidité. Il fallait voir maintenant l'avis du médecin du travail pour définir une inaptitude au poste de travail ou à tout poste de travail, puisqu'il y a les deux différences. Dans une inaptitude au poste de travail, la société doit essayer de reclasser l'entreprise. Alors ma société était prête à créer un poste chez moi de télémaintenance, mais on est tombé d'un commun accord avec tout le monde, compte tenu de la fatigabilité inhérente à la maladie, de provoquer vraiment le licenciement pour inaptitude. Je suis donc depuis le 1er octobre 2010 sans profession. C'était la fin de 30 ans de carrière dans ma société. J'avais depuis presque 2 ans passé des épreuves, la maladie, l'invalidité, le licenciement. Il fallait continuer à avancer. Je n'ai pas cessé pendant tout ce temps de m'occuper d'associations sur mon village et le fait de sortir, de voir du monde, d'aider des gens m'avait aidé à me maintenir. J'avais atteint une certaine stabilité. Les visites médicales pour le suivi thérapeutique à Bordeaux se poursuivait normalement. Ma sclérose ne semblait pas trop évoluer. J'avais trouvé un rythme cohérent entre mes activités associatives, mes soins de kiné et mes temps de repos obligatoires. Mais à cause de mes difficultés de marche, j'ai dû remonter un dossier à la MDPH pour pouvoir bénéficier de la carte d'handicapé et de la carte européenne de stationnement. Bon, ces 3 cartes sont données avec une incapacité de 80%, enfin au moins pour la carte d'invalidité. Elle donne droit en plus à une demi-part aux impôts, enfin, et des avantages comme ça. Et il faut quand même faire le distinguo entre le taux d'incapacité défini par la MDPH, et le taux d'invalidité défini par la Sécurité sociale. L'un de 66% à la Sécurité sociale donne droit à une invalidité, l'autre de 80% permet d'obtenir la carte d'invalidité à la MDPH. Le seul moment où les 2 notions se recoupent est quand l'invalidité de catégorie 3 donne auprès de la MDPH une incapacité de 80%. Alors je sais, c'est pas simple, hein, mais pour l'usager, c'est le bazar. J'ai obtenu mes 2 cartes en novembre 2010, après 8 mois et 2 demandes. En effet, sur le premier dossier, j'ai eu comme réponse un taux d'incapacité à 77%. Je n'avais pas atteint les 80%. J'éprouvais maintenant le besoin d'aider les personnes. Je me suis tout naturellement tourné vers une association pour les sclérosés. J'ai suivi ses activités, regardé sa notoriété. J'ai mis 1 an à me sentir suffisamment fort et équilibré pour pouvoir aider les gens qui avaient la même maladie que moi. J'ai intégré l'AFCEP, c'est une association française des sclérosés en plaques qui a été créée en 1962, qui est reconnue aussi d'utilité publique. J'ai été nommé donc délégué des Pyrénées-Atlantiques pour l'AFCEP. Le rôle du délégué est de faire connaître la maladie, mais aussi et surtout d'entretenir une chaîne de solidarité et d'action au sein des adhérents. J'ai été rendre au début des visites à mes adhérents. J'avais surestimé ma capacité à encaisser la vue de maladie qui reflétait peut-être mon avenir. Merci, c'est gentil.
J'ai dû prendre un peu de recul pendant 2 ou 3 mois. Maintenant, ça va bien. On se retrouve fréquemment pour dégoûter entre amis. On peut parler de notre maladie, de nos handicaps et des avancées possibles de la thérapie. J'ai organisé des conférences médicales, tout public, avec comme intervenants des neurologues, des kinés, le directeur de la MDPH, M. Lagrange, qui aurait pu... J'ai appris aussi, grâce à l'association, l'importance et l'obligation de la déclaration du handicap à la préfecture. En effet, une visite médicale doit être passée pour valider le permis de conduire. Le médecin examinateur peut définir les adaptations du véhicule pour une conduite sécurisée. La PCH, prestation de compensation du handicap, demandée à la MTH, peut financer tout ou partie de ces aménagements. À cause de la maladie et du handicap, il est difficile de ne pas tomber dans l'errance médicale et administrative. Et pour moi, c'est aux médecins qu'il incomberait le rôle de diriger dans un premier temps les malades vers des structures qui pourront leur faire prendre conscience très rapidement, et ce, malgré le choc de l'annonce, des démarches à faire et des obligations à accomplir. Ces structures peuvent être des associations de malades, elles sont une main tendue, et nul n'est tenu d'y adhérer, mais elles ont un rôle important de soutien et sont là pour rompre l'isolement dans lequel le malade peut sombrer facilement. Voilà mon cheminement du récentes années, et je me rends bien compte que quelque part la chance m'a souri. Je me suis conscient que l'évolution lente de ma maladie, la conservation d'une certaine d'autonomie, d'une rémunération cohérente et d'une famille et d'amis hyper présents m'ont fortement aidé à me reconstruire. Certes, l'avenir est incertain. Je ne peux présumer de mes réactions futures face à l'aggravation éventuelle de ma sclérose, mais je suis persuadé que le fait de se tourner vers les autres est un début de thérapie. Le refermement sur soi et l'isolement ne sont-ils pas aussi un handicap ?